Alors, Donald Trump qui menace les avions de bombardiers. Oui, une nouvelle menace de la part du président américain au cours des dernières heures. Il a menacé d'empêcher donc les avions construits au Canada et spécifiquement, tu as raison de le souligner, ceux de bombardiers, de voler aux États-Unis. Et ça, c'est en réponse à une certification supposément refusée par Ottawa pour des avions américains. Alors, menace de droits de douane aussi de 50% sur tous les avions exportés aux États-Unis depuis le Canada. Il a fait cette publication-là sur son réseau social Truth en disant que le Canada refusait de manière injustifiée, illégale et persistante d'octroyer cette certification à des avions et aux jets américains Gulfstream 500, 600, 700 et 800. Mais vérification préliminaire, ce serait faux. Ce serait pas la première fois parce qu'il y que aurait une fausse deux de ces modèles-là volent déjà au Canada, donc Oui. ils ne sont pas refusés. Il y en a un qui est en attente, donc un nouveau modèle qui est en attente de certification. Maintenant, est-ce que le Canada peut être lent dans sa certification? Peut-être que ça, il pourrait avoir raison de trouver ça lent. Pas nécessairement parce qu'on est lent avec les Américains, peut-être parce qu'on est lent tout court dans notre bureaucratie, peut-être. Ça, c'est pas impossible que là-dessus, il y ait un grief valable. Maintenant, est-ce que la logique, c'est... Parce que là, il y a plein de Global Express, il y a plein d'avions régionaux qui volent des avions de bombardiers, des CRJ, des jets privés. Puis des jets régionaux là, aussi, qui volent aux États-Unis. Est-ce qu'on va vraiment clouer tout ça au sol? Oui, puis est-ce qu'il y a les pouvoirs de faire ça? Parce que en théorie, c'est la FAA aux États-Unis qui donne la certification. Mais en faisant un message comme ça, essentiellement, puis c'est ce que je vais dire, c'est ce qu'il dit, c'est moi, je dirige une république de bananes. Ou non, mais pour vrai, là, c'est ce qu'il dit. Là, je dirige une république de bananes où il n'y a pas d'organisme réglementaire qui analyse avec sérieux et scientifiquement les capacités d'un avion, la sécurité d'un avion. C'est moi qui décide. C'est ça. Au bon vouloir du président, à l'œil, il enlève ou il donne des certifications, mais c'est exactement, c'est ça. C'est la définition même d'une république de bananes, là. Et c'est ce que deviennent les États-Unis. Après ça, on va voir ce matin, je dis, est-ce que l'action de Bombardier va perdre 20, 30% de sa valeur, 40% de sa valeur, ce qui devrait être le cas. Si c'est pas le cas, puis ça risque d'être pas le cas, ça veut dire que les joueurs sur le marché prennent pas au sérieux Trump. Ce qui s'est passé récemment, ces paroles ont de moins en moins d'impact sur les marchés à moyen et à long terme parce que c'est comme si on se dit, bon, le président, il parle, il menace, mais il dit du gros n'importe quoi. Ouais. Mais c'est quand même assez spécial, celle-là. Oui, non, ça c'est clair. Ce sera à surveiller dans les transactions là, d'avant ouverture de marché. Mais il n'y en a pas au Canada. Là, fait que Bombardier n'est pas coté aux États-Unis, qu'on pourra pas. Il va falloir attendre l'ouverture du marché. L'ouverture, exactement, là, de la pour voir, est-ce que ça va baisser de 2% ou de 25%? Voilà. Ouais. Est-ce qu'on prend au sérieux la parole du président ou est-ce qu'on considère que c'est un... Exact. C'est ça, un gars qui parle à travers son chapeau, qui dit n'importe quoi puis qui menace à tort et à travers. Bon, le congrès des conservateurs s'est ouvert hier à Calgary, mais c'est aujourd'hui la journée critique pour Pierre Poilievre. Un moment déterminant où Pierre Poilievre sera soumis à un vote de confiance auprès des militants conservateurs. À moins d'une énorme surprise, là, puis je serais curieux de t'entendre, là, on s'attend à ce que Poilievre remporte là, ce vote de confiance-là, mais le défi de remettre sur les rails son parti demeure quand même important là. Pour Pierre Poilievre. Les attentes étaient très élevées pour lui lors des dernières élections. Il a été battu par Mark Carney, battu dans sa propre circonscription, a dû se présenter dans un autre comté en Alberta. Et encore une fois, la question de Donald Trump plombe Pierre Poilievre. Mais tu sais, il devrait gagner son vote de confiance à moins d'une énorme surprise. Le problème d'un vote de confiance, c'est pas comme un autre vote. Mettons, une course au leadership, là, si tu gagnes avec 50% plus 1, il y a 2, 3, 4 candidats, ça se rallie, puis à la fin, un vote de confiance, t'es le chef. Fait que la barre est pas 50%. Théoriquement, elle l'est. Théoriquement, si tu obtiens 51% des membres ont confiance, 49% n'ont pas confiance, théoriquement, tu peux rester chef. La majorité a décidé ainsi, tu peux rester chef. Mais ta légitimité... Impossible. Impossible. Regarde, je te donne des exemples. Bernard Landry a démissionné 76%. Il a regretté après. Il aurait peut-être dû rester, mais généralement, la barre confortable, c'est 80%. Là. Parce que là, ce qu'il faut que tu penses, c'est que dans un vote de confiance, c'est que ceux qui votent contre, là, ça veut dire qu'ils te veulent plus comme chef. Mettons, imagine 66%. Ça veut dire que okay, dans ton parti, dans ton caucus, partout... Il y a le tiers des gens qui te veulent plus comme chef. C'est plus gérable.
C'est plus gérable. T'es plus chef du parti. Là. Tu deviens... Et donc, ça, c'est la première question. C'est que ça prend à Pierre Poilievre un bon pourcentage pour avoir les coups des franges. Donc, c'est pas 2 scénarios. C'est 3 scénarios. Okay. Scénario A, il y a 85-90%. Il est correct. Scénario B, il y a 60%, 65%, c'est trop bas, il démissionne. Scénario C, c'est tous les scénarios d'entre-deux. 72,3. Ouais. Puis là, il décide de rester. Puis là, au mois de mars, il reste là en fin de semaine, mais là, au mois de mars, ça chiale dans le caucus. Puis au mois d'avril, ça chiale dans le parti. Puis au mois de mai, il y en a qui le contestent. Puis veux-tu que je compte? Ça devient, là, et ça s'est produit. Il y a déjà, dans le passé, des chefs qui ont gagné des votes de confiance, mais un peu faibles, et qui ont vécu un calvaire dans les mois suivants, puis qui ont été obligés de partir. T'sais. Mais est-ce que tu sens en ce moment, au sein des conservateurs, qu'il y a une espèce de mouvement là, pour le faire partir ou... Parce qu'il y a 2 partis conservateurs. T'as la base, avec un B majuscule, la vraie base, surtout dans l'Ouest canadien, puis tout ça. Parmi eux, 100% Poilievre. C'est l'homme qu'ils veulent. Okay. Mais ces gens-là, mettons que la base, tu leur faisais écrire leur programme tel qu'ils en rêvent. Là. Ces conservateurs-là. Tu vas en élection avec ça, tu fais 25%. Puis ils gagnent tous leurs sièges dans l'Ouest, là, mais tu ne seras jamais au pouvoir. Donc là, le défi, c'est d'élargir la base conservatrice pour espérer gagner. Ce qu'ils ont réussi à faire à la dernière élection, il était à quelques points, mais il en manque encore. Et là, c'est ceux qui en Ontario, ceux qui au Québec, militent dans des comtés ou se présentent comme candidats dans des comtés où le message de la base conservatrice, tu gagnes pas avec ça. Au Québec, par exemple, là, je sais pas, mais dans la région de Québec, oui, les gens sont prêts à voter conservateur, mais pas de la même manière que en Alberta. Et là, pour élargir ton message, c'est là qu'il y en a qui aiment Poilievre, puis il y en a qui ne l'aiment pas. Son côté cassant, son côté très partisan. Est-ce que c'est le gars de la situation ou pas? Moi, je trouve que de son côté, les grosses réussites, c'est qu'il y a 2 grosses réussites pour moi, pour Pierre Poilievre. Toucher les sujets proches des gens, pouvoir d'achat, coût de la vie, tu sais, vraiment les sujets proches des gens, et les jeunes. Il est premier là, depuis 2-3 ans. Le Parti conservateur et lui-même, Pierre Poilievre, est premier chez les moins de 30 ans. Alors, on va voir ce que les membres... mais plusieurs fois dans l'histoire, là, Bernard Landry, Thomas Mulcair chez le NPD, plusieurs fois dans l'histoire, on disait la veille, il n'y a pas d'enjeu, il va être réélu, les membres vont le garder, puis la mâchoire nous décrochait. C'est une des choses les plus imprévisibles, c'est un vote secret. Les membres aiment pas ça chialer contre le chef en public parce que c'est mal vu. Qu'est-ce qu'ils font avec leur petit bulletin, là? C'est difficile à prévoir. François Legault qui a donc répondu à Doug Ford et aux autres premiers ministres canadiens qui exprimaient leur opinion sur la politique québécoise et la victoire éventuelle du PQ. Oui, puis dans le cas de Doug Ford, lui, il a réitéré là, sa position sur l'élection du Parti québécois, que ce serait un désastre l'automne prochain, et par le fait même, l'unité canadienne qui s'est imposée comme thème de cette rencontre-là des premiers ministres. Dans le cas de François Legault, il a poliment invité ses homologues à ne plus intervenir dans le débat référendaire au Québec, en disant que c'est aux Québécois à décider. Le chef caquiste n'a pas caché qu'il ne voit pas l'aventure référendaire d'un bon œil, en spécifiant qu'une majorité de Québécois n'en veulent pas là, de référendum en ce moment, et qu'un référendum amènerait l'incertitude économique. Là. Ouais, François Legault qui n'a pas eu le choix d'amener un petit peu de sagesse dans ce que je décris, ceux qui m'ont lu ce matin ou qui vont me lire dans le journal, ce que je décris comme vraiment des poules pas de tête, là, la façon dont les premiers ministres des provinces, Doug Ford en tête, se sont comportés cette semaine. Le plus heureux, eux ont fait ça en pensant qu'ils donnaient une jambette à Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est le contraire. Là. Le plus heureux de tout ça, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Un autre party hier au Centre Bell, sauf pour ceux qui étaient des partisans des Nordiques tellement convaincus qu'ils se sont fait croire que l'Avalanche était les Nordiques. Ou peut-être le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu revis cette rivalité-là, mais qu'au fond de toi, t'es bien content que le Canadien l'emporte. Ça a été une revanche parfaite, là, parce qu'on avait perdu 7-2 là-bas. Hier, victoire de 7-3 du Canadien, qui n'a jamais été inquiété ou presque. Là. Il y a un petit moment où l'Avalanche est revenu en marquant 2 buts consécutifs. C'est dur de croire, quiconque a regardé le match du 29 novembre, c'était dur de croire que c'était les deux mêmes équipes. Le Canadien était transformé,
L'Avalanche aussi, là, écoute, ils jouent plus avec la même inspiration et la même énergie. Et assurément que le Canadien a regardé le match à Ottawa. On parlait de cette défaite de l'Avalanche. Là. Ce qu'il faut faire, plus facile à dire qu'à faire, là, mais contre l'Avalanche, c'est de les attaquer, d'être agressif. Parce que si tu décides d'être passif en se disant on va les voir arriver avec toute leur vitesse, toute leur intensité, ça ne fonctionne pas. Hier, le Canadien était premier sur les séquences, premier sur la rondelle, premier tôt dans le match aussi. C'est 3 buts rapidement. Nick Suzuki en marque 2. C'est juste avant de devenir un Olympien. Mais à 7-3, t'as l'impression que c'est un match où le gardien n'a pas été important. Il était mais solide. c'est pas le cas parce que à un moment donné, il y avait, le Canadien menait par 1 ou 2 en deuxième période et Dobech a fait une série d'arrêts qui, à mon avis, ont changé le cours du match. Là. T'as tout à fait raison. 2 arrêts coup sur coup. Le premier sur Samuel Girard, le Québécois, défenseur qui s'est amené presque fin seul avec la jambière. Et c'est drôle parce que les caméras constamment allaient voir Marco Marchiano, le nouvel entraîneur des gardiens en haut. On sentait un Dobech très, très, en bon français, square, carré, imposant devant son filet. Oui, il a cédé 3 fois, mais c'est surtout dans le synchronisme, le timing de ses arrêts. Ça a été vraiment une excellente sortie pour le Canadien. Le prochain match à Montréal, 26 février. Parce que là, il reste 3 rencontres sur la route. Buffalo en fin de semaine, 2 la semaine prochaine. Et la pause olympique, c'est quasiment 3 semaines. C'est presque 3 semaines puisqu'elle est au début des Jeux, mais le tournoi masculin débute un petit peu plus tard. C'est le 10 février le début du tournoi masculin, alors que le tournoi féminin débute le 5 février. D'ailleurs, les joueuses hier ont pris l'avion. Les Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey, quelques autres athlètes là, ont pris l'avion pour l'Italie. Mais dans tout ça, il n'y a rien qui change au classement. Hier, victoire des Bruins, victoire des Sabres, victoire des Red Wings. Donc, le Canadien devait absolument aller chercher les 2 points. Isabelle, la grande visite à Montréal. Moi, ça, là, j'y serai le 13 décembre. Oh, je l'aime beaucoup. Puis nous, ça fait partie d'un gag à la maison. Là. Chaque fois qu'on est à la maison puis on est prêt à recevoir quelqu'un à souper ou peu importe, on met toujours sa musique pour rire. On l'aime, mais c'est comme devenu une rigolade entre nous à la maison. Andrea Bocelli, rare visite en ville le 13 décembre. Il y a un passage à Hamilton en Ontario aussi. La prévente des billets. Hamilton? Oui. Pas Toronto. En Ontario. À Hamilton. Parle-moi de ça. Mais ça veut dire qu'il n'y aura pas 1000 dates au Canada. Non, je comprends. C'est ça. Comprends. Il a choisi ça. Prévente, c'est le 5 février. La vente générale, c'est le vendredi 6 février à 10h. J'ai hâte de voir l'engouement de ça parce qu'on sait qu'Andrea Bocelli va aussi être présent à la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver. Oui. Il va faire partie aussi de ça. Quel bon choix. Lui, à chaque fois qu'il chante, il y a quelque chose qui vibre en dedans. C'est vraiment chouette. Puis, parenthèse sur le fait qu'on a parlé de Mark Carney sur le tapis rouge Primetime à Ottawa hier. Il y a même le New York Times qui a fait un article pour essayer de comprendre c'est quoi le secret de la rivalité passionnée. Puis pour eux, le secret, c'est le Canada. Parce que comme c'est une série canadienne, eux autres, ce qu'ils disent, c'est on a l'impression de vivre les symboles canadiens parce que dans une des scènes, ils sont sur le bord d'un chalet, sur le bord d'un lac, puis on a l'impression que c'est ça, le UR sur le dollar, puis il encense les jeux d'acteurs, puis il y a vraiment une espèce de buzz, là. D'où l'excitation de M. Carney. Mais ça aussi, là, il y a même enfilé une espèce de polar sur le tapis rouge. Tout le monde parle de ça ce matin. Là. Le Toronto Star, CTV. Bref, c'est la nouvelle, la patte de Mark Carney sur le tapis